Merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat qui reçoit comme invité aujourd'hui Dr Dean Touré. Il est député de l'UFR, évidemment président de l'Alliance Les Républicains à l'Assemblée nationale, membre du bureau exécutif national de l'UFR et conseiller du président du parti, c'est-à-dire de M. Sidya Touré. L'UFR ayant donc pris part à ces élections communales de 2018 a bien des choses à révéler comme d'autres partis politiques. L'expérience de ce parti lors de ces élections, avec lui nous reviendrons sur ces sujets, et la posture des partis politiques en termes de contestation des résultats, la démarche que l'UFR entreprend dans ce sens-là. Il revient aussi sur tout ça dans ce numéro. Dr Dean Touré, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci beaucoup mon frère. Merci de la disponibilité surtout. Alors, on est toujours prêt. Première question, comment se porte l'UFR en cette année 2018 à l'occasion de ces élections communales? Je dois vous dire que l'UFR se porte plutôt bien. Très bien. L'UFR se porte plutôt bien parce que nous avons pu préparer tel que nous avons pu ces élections. Nous avons essayé d'éviter, c'est vrai, certaines choses qui sont quand même arrivées. Et nous avons obtenu des résultats qui sont contestés dans plusieurs endroits. Bien, l'UFR se porte bien, oui. Mais on constate aussi le contraire parce qu'on a vu un parti très mouvementé ces derniers temps, oui. Par des soulèvements à l'interne des jeunes de votre parti. Oui, on a vu des jeunes qui ont même interdit la tenue d'une assemblée générale. Alors comment vous pouvez dire que le parti se porte bien quand on voit ce genre de choses, des situations? Je le dis parce que, vous savez, notre parti peut être un peu différent des autres. C'est un parti de débat. C'est un parti où l'idée individuelle compte, où l'idée collective compte. Donc il y a des opinions, il y a aussi des courants. Ça, c'est pas une. Ce qui s'est passé là. C'était pas l'expression d'une sorte de courant ou d'idées contraires, mais plutôt d'une déception de la jeunesse, de l'UFR, qui disait qu'ils sont dessus du fait les jeunes se sont exprimés. Oui. Après les élections, il y a eu des résultats qui ont été proclamés. Il y avait beaucoup de constats, en particulier à Matam. La tricherie a été évidente. Ouais. Donc, les groupes de jeunes qui ont vécu ça, ils ont aimé que, au lieu qu'on se mette dans une assemblée générale au lendemain ou en tout cas la semaine qui suivait les élections, il fallait plutôt se transporter dans la rue pour la contestation. C'était ça leur volonté, c'était leur vision. Peut-être pas forcément dans la rue, mais que vous continuez à dénoncer ces résultats. Parce que ces jeunes ont vu peut-être qu'au lendemain, le jour du scrutin, le soir même du scrutin du 4 février, le président Sidya Touré, appelé par exemple par la synergie des radios ce jour-là, a tout de suite dénoncé ce qu'il y a eu. Oui. Il a dénoncé l'agissement des magistrats, que ce soit dans la phase de comptabilisation des voix par les CACV. Il a tout de suite dit que c'était pas bon et il a donc indexé l'immixtion des agents de l'État et du RPG. Sauf que le lendemain, le président Sidya a été reçu par Alpha Condé. C'était mal vu par les jeunes du parti. Le lendemain, je ne peux pas confirmer ça. Mais quand il dit qu'il a été reçu, c'est vrai qu'ils se contactent. Absolument. Ils sont dans un même pays et chacun travaille pour cet État, pour ce pays, pour ce peuple. Sauf que le lendemain des élections, tout simplement que la réaction de nos jeunes est une preuve de la vitalité de notre parti. Que tout le monde ne pense pas de la même manière. La pensée unique n'existe pas chez nous. Ces jeunes-là ont réagi parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont le lendemain a été géré. Et le président est venu à l'Assemblée générale pour donner raison, pour calmer et pour donner une orientation. C'est vrai que nous avons été trichés. Ceux qui ont plus d'énergie, ceux qui sont plus bouillants, auraient aimé agir frontalement. Il y en a d'autres qui ont d'autres idées, qui disent, écoutez, attendez, nous allons lancer, disons, des plaintes, nous allons lancer des recours, on va attendre ainsi de suite, chacun a ses idées. Mais finalement, l'un dans l'autre, ça signifie que c'est un parti où vraiment, il y a vraiment un débat d'idées. Ça montre sincèrement la vitalité, ce n'est pas une régression, on a accepté ça et on continue d'ailleurs. Cette façon d'agir des jeunes a donné au président du parti une certaine inspiration qui fait qu'au moment où je vous parle, nous avons un débat interne avec les jeunes du parti. Parce que vous êtes forcé à accepter ce débat interne? Non, les jeunes, ce n'est pas forcé, parce que c'est raisonnable. C'est raisonnable,
Prenez un parti où le président est là en 2000, l'an 2000 ou 2002, je ne sais pas. En tout cas, depuis 17 ans. Ceux qui étaient là avec lui et qui avaient commencé peut-être à 20 ans ont maintenant 37 ans, 40 ans. Il y a d'autres gens qui viennent. Il y a un problème de génération qui arrive. Mais en tout cas, je vous dis, ça fait une inspiration. Et aujourd'hui, dans notre parti, et avec vraiment la nomenclature, la classe, les dirigeants de ce parti, il y a un débat à l'interne. Parce qu'il faut toujours tirer les leçons. Donc, ne percevez pas ça comme un problème dans le parti, mais c'est plutôt un signe de vitalité et ça nous a donné plutôt des résultats. Quant aux résultats des élections, c'est clair et net, vous avez entendu, vous avez vu, nous avons été trichés dans plusieurs endroits. On parlera de ça tout à l'heure, mais ces soulèvements des jeunes, quand vous dites que le parti se porte bien, est-ce qu'ils n'ont tout de même pas raison, qu'ils ont constaté que au lendemain de la proclamation des résultats, l'établissement du parti UFR était plutôt dans la dynamique, la démarche d'aller tout doucement vers le RPG, non, pas que de contester les chiffres, d'abord, ils n'ont pas constaté ça. Ils n'ont pas constaté ça. Nous ne sommes même pas dans une négociation formelle avec un parti à ce sujet. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu la proclamation des résultats, c'est vrai. Au lendemain des élections, je vous assure, dans la semaine qui a suivi, c'était vraiment une semaine de protestation, chacun à sa manière. Une semaine avec les tribunaux qui sont chargés à la matière, pas seulement à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Non, ils n'ont pas... Pendant ce temps, le président du parti est reçu par le président de la République. Non, il n'a pas été reçu particulièrement au lendemain. Non, ça... En tout cas, les heures qui ont suivi. Même pas la semaine qui a suivi. Ah bon? Non, il n'a pas été reçu. Celui qui a dit ça, c'est il a tout de même été reçu. Non, il n'a pas été reçu la semaine qui a suivi. Peut-être les 10 jours après, et puis pour questions diverses. Pas pour question des élections. Pas pour question des élections. Les questions des élections, ça se traite vraiment à la base. Alors, c'est là où nous venons justement à la manière dont vous avez géré cette demande des jeunes, c'est-à-dire de contester les chiffres, de dénoncer les fraudes massives qu'il y a eu et tout. Et c'est là où nous venons à l'expérience de l'UFR lors de ces élections. Et quand je dis que peut-être que le parti ne se porte pas bien, c'est pas seulement par le fait que ces jeunes-là se sont soulevés autrefois, mais on a l'impression qu'on remarque ça par une sorte de dégringolade, de descente de la cote politique de l'UFR sur le terrain. On a l'impression que vous perdez le terrain. Et vous allez peut-être nous brandir les chiffres que vous avez eus. Mais d'abord, l'expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous avez vécu les mêmes cas de fraude, de ceci ou de cela? Écoutez, un peu partout. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas de dégringolade au niveau de l'UFR. Si vous faites les statistiques, vous vous rendrez compte. L'UFR, depuis 2010, on l'a jugé comme troisième force de ce pays avec les résultats qui ont été approuvés et publiés. Bien sûr. Nous sommes encore dans ce contexte. Mais avec des chiffres qui baissent. Ces élections ont montré... Avec la cote qui baisse. Pas seulement à l'UFR. Les élections, les chiffres ont baissé partout. D'abord, les électeurs ne sont pas partis massivement. On est d'accord, oui. Ça veut dire que ça a baissé même pour la Guinée. C'est ceux-là qui votent. Quand ils ne sont pas partis, ça a baissé et pour le RPG, et pour l'UFDG, et pour l'UFR. Deuxièmement, il faut dire aussi que cette démotivation des électeurs, ça se manifeste non seulement envers peut-être la gouvernance, mais aussi envers le leadership, les différents leaderships. Dans le cas de l'UFR, sincèrement, il n'y a pas un parti qui a eu autant d'adhésion en 2018 que l'UFR. Ça peut être prouvé par les statistiques, ça peut être prouvé par les assemblées générales. Et les votes qui ont eu lieu l'ont aussi prouvé parce que partout où l'UFR a présenté une liste, malheureusement nous n'avons pas pu le faire dans les 342 par faute de moyens financiers, mais la 180e qui a été présentée, l'UFR a eu partout quelque chose en termes de représentation. Quel est justement le résultat de l'UFR? Combien de conseillers au nombre de ces 100 et quelques candidats? Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est la 500e. La 500e, oui. Je ne pourrais pas dire exactement parce que moi je suis pas en charge des questions électorales dans le parti, mais la 500e de conseillers a été obtenue. Donc, comment on va dire, en termes de pourcentage, un taux de réussite de combien de pourcents? Un taux de réussite, 50%? Quand vous prenez par rapport à notre participation, c'est-à-dire sur 182 ou 180 listes de candidatures, bon, ça vous calculerez un ratio. Quand vous prendrez par rapport à 342, ça sera un autre ratio. Mais ce qui est important à savoir, c'est que partout où on est allé, nous avons pu savoir qu'il y a des personnes qui pensent comme nous, des gens qui veulent travailler avec le leadership du président Sidya Touré.
Je ne peux pas donner de chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Alors, est-ce que l'UFR a aussi été victime, comme certains partis politiques l'ont dit, de fraude partis qui ont vu, ses représentants chasser des bureaux de vote, ainsi de suite? Moi, je peux vous dire que l'UFR, en tant qu'un parti entre les deux autres, que nous on qualifie quelquefois entre les deux extrêmes, bon, je peux me permettre de le dire, c'est un parti qui a été victime des tricheries, aussi bien dans toutes les régions naturelles, en particulier dans la région de la Basse-Guinée par exemple, énormément. Ça, j'ai dit, moi j'ai un peu de ça. Vous avez dit que vous avez été victime de tricheries venant de l'administration électorale. Du RPG, du BFDG? J'ai dit que l'administration électorale, les agents électoraux, l'administration publique décentralisée, eux tous, ils ont essayé de travailler pour le parti du pouvoir. Il y en a simplement ils pensent que c'est comme ça qu'ils gardent leur poste. Bien. Et dans les autres pays où il y a une certaine homogénéité de représentation de population, quand tu prends la moyenne Guinée, écoute, il y a eu des lieux où on a constaté que quand on va dans un bureau de vote où il y a 100, 150 ou 500 électeurs, si tu vois 40, 60 bureaux qu'on appelle nuls, c'est généralement les gens qui ont voté pour l'UFR. Quand on a coché sur la roue, au lieu de cocher de la case vide, on dit non, c'est nul, on l'enlève. Il y a eu des cas comme ça. Donc nous avons été effectivement victimes de fraude, de tricherie électorale. On le sait, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais encore, c'est malheureux qu'on Est-ce que les cas d'exemple sont nombreux? Mais ils sont nombreux. Dans ce sens-là, ils sont nombreux. Quand je prends le cas de Matam, ben vraiment ils sont nombreux. Au cas de Matam, que je connais particulièrement parce que je suis de Matam, je suis député à Matam, l'UFR a été triché par, premièrement, la voie des procurations. Moi-même, personnellement, il y a un millier de procurations avec un seul procurateur, c'est-à-dire chef de quartier, ce qui est d'ailleurs anormal. Saisi sur qui? Mais saisi, c'est-à-dire ils ont voté, et puis on est allé, je suis rentré dans la salle, dans le bureau de vote, on a vu les papiers. Pourquoi ces procurations? Les gens ont voté. Écoute, je les prends pour montrer. Quelquefois, ça a été dur. J'ai pu prendre par-ci 20, 10, 30. Dans les bureaux de vote, ça veut dire que c'est des procurations qui ont agi, c'est des originaux. Je voulais même, quant à moi, que ces cas soient considérés strictement comme un cas pénal. Parce qu'un chef quartier qui se fait procurateur de plusieurs procurations, tu signes une procuration quand tu es titulaire de la carte d'électeur. Quand tu n'es pas titulaire, tu signes. Vous avez constaté qu'il y a des chefs de quartier qui ont signé beaucoup de... Je vous assure que ça c'est beaucoup. J'ai même montré à la CENI. On n'en a même pas là à la CENI hier. C'est pour cela que la fraude, le vol, venant tantôt des agents électoraux, tantôt d'autres structures, tantôt de certains partis eux-mêmes, parce qu'ils peuvent intimider. Il y a des partis qui peuvent intimider dans certains lieux. Ce n'est pas le cas de l'UFR. L'UFR est un parti transversal. Il ne peut pas dire, ah, ici, il n'y a que mes gens. Nous n'aimons même pas ça. Nous voulons que la nation soit représentée. Donc, tous ceux qui sont dans ces positions d'être seuls, d'être vraiment ou tout à fait majoritaire, ou bien d'avoir la puissance publique derrière, ou de compter sur la protection de la puissance publique, comme ça s'est passé à Forêt-Carrière. On a vu, on a même pris un chef de quartier, on l'a amené jusqu'à la gendarmerie. Mais c'est à peine que vous quittez qu'on le libère. Parce que, écoute, il a compté sur la puissance publique. Et donc, l'UFR, en gros, a-t-il, en tant que parti, souffert du fait de ne pas être en alliance comme ça a été les expériences de 2010 et 2015 avec l'UFDG? Est-ce que vous vous en êtes sorti avec un pied cassé ou tout simplement renforcé? C'est pas le même genre de vote. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est un vote proportionnel. Il n'y avait pas besoin d'alliance particulière. Il fallait simplement rester correct dans le vote. Chacun aurait obtenu la représentation qu'il mérite. Dans le cas des législatives, c'est une question de concession. On se cède les pas. Quand on était avec l'UFDG, l'UFDG par exemple n'a pas mis un candidat à Matam, ce qui fait que ces électeurs ont servi d'appoint pour nous. Nous, on n'a pas mis un candidat à Dixine, nos électeurs ont servi d'appoint pour eux, et ainsi de suite. Ils n'ont pas mis un candidat à Kaloum, ces électeurs ont servi d'appoint à notre électeur. Ça, c'était les législatives. C'est pas à dire ils nous ont mis là, ils ne nous ont pas mis là. Non. Tu dis quelqu'un, je l'ai mis là, ça veut dire que si ce n'était pas toi qu'il ne t'avait pas mis, il pouvait se mettre. C'est faux, il ne pouvait pas se mettre. Donc, mais dans le cas d'espèces des communales, c'est un problème de représentativité, c'est un problème de proportionnel. Ça va se voir maintenant
dans le second pas, c'est-à-dire à la mise en place des bureaux de conseils communaux. Maintenant, c'est en ce moment qu'on se rend compte que, par exemple, à Conakry, il n'y a aucun parti, fût-il grand ou petit, qui est capable de se mettre à la tête d'une commune sans apport, sans alliance, sans apport des autres, sans appoint les autres, en particulier de l'UFR. Bien. Donc là, écoutez, donc l'UFR se considère comme faiseur de roi. Nous, on ne se met même pas dans la peau de faiseur de roi. Vous voulez être roi. Nous-mêmes, nous voulons être roi. Voilà. Bien. Alors donc, comme qualificatif pour ce rendez-vous qui a été attendu depuis 13 ans, oui. Est-ce que l'UFR aussi pense, en tout cas à l'UFR, on pense que ce fut un rendez-vous manqué par le fait de l'administration, des agents de l'administration, oui, et du RPG? Je vous dis sincèrement que je pense que c'est un rendez-vous manqué. Ça, c'est mon opinion personnelle, et je crois que ça emporte l'opinion de... Par le fait de qui? Écoute, la façon dont ça s'est passé, moi, j'ai fondé un espoir sur la CENI dans sa nouvelle version, en me disant que le leadership de M. Kébé vraiment pouvait donner des résultats meilleurs, escomptés. Mais j'ai compris que ça ne suffisait pas. M. Kébé a été régi par une loi électorale qui ne lui donnait pas la coudée franche, qui ne lui donnait pas les pouvoirs nécessaires pour agir ou pour travailler mieux. Bien. Quand il a une loi électorale qui lui dit qu'il faut laisser les procurations passer, on ne limite même pas, on ne sait pas. Quand il a une loi électorale qui est confuse dans le transport, dans le circuit du transport des résultats du pays, d'acheminement, écoute, il peut rien. Donc, moi j'ai dit que ça c'est le premier problème. Ça s'est fait sur la base d'une loi incommode. Qui a été votée par malheureusement le RPG et l'UFDG. Voilà, ensemble, les deux se sont mis ensemble pour faire passer une loi qui va maintenant créer des problèmes à la Guinée. Ça, je vous assure, ce n'est même pas seulement au niveau de ces mairies-là. C'est aussi au niveau du conseil de ville, c'est au niveau du quartier, du district, du haut conseil. J'ai peur que l'on nous fabrique des royaumes en Guinée sans se rendre compte. Bien. Voilà, nous avons dit ça très longtemps, ça n'a pas été compris, et moi je crois qu'on va vivre la réalité, et là chacun comprend, ça crèvera les yeux. Donc nous sommes de ceux qui pensent que c'est un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Voilà. Et donc c'était l'expérience de l'UFR pour ces élections communales, mais il y a eu ce qu'on a appelé la phase de contentieux. Les partis politiques non contents de ces résultats ont porté des recours, les tribunaux se sont prononcés sur ces recours-là, et puis la CENI a proclamé les résultats définitifs qui sont censés être sans recours. Sauf qu'après, en tout cas, bien de partis de l'opposition se sont mobilisés pour contester encore ces résultats définitifs dits sans recours et ont mis la pression, à commencer par une journée ville morte, au soir de laquelle journée justement la CENI a tout de suite sorti un communiqué pour les inviter à une série de rencontres. Dans ce sens-là, l'UFR aussi a été reçu hier même à la CENI. Oui. Et est-ce que la démarche de mettre la pression, de faire revenir la CENI sur les chiffres est la démarche que l'UFR aussi soutient comme les autres? Nous reviendrons sur tout cet aspect-là. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, juste après la petite pause. On se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette seconde partie de Café Débat qui reçoit comme invité aujourd'hui au honorable Dr Din Touré, député de l'UFR. Il est député uninominal bien entendu de Matam, membre du bureau exécutif national de l'UFR, conseiller du président Sidya Touré et président de l'Alliance Les Républicains à l'Assemblée nationale. Avec lui, on a parlé dans la première partie de l'expérience vécue par ce parti lors de ces élections locales. Et il ne compte pas du tout, en tout cas il n'entend pas de bonnes oreilles ceux qui disent que l'UFR est tombé, que l'UFR est en train de vivre une dégringolade politique sur le terrain.
Et tantôt, vous avez dit à la radio que on ne saurait dire que votre parti est tombé parce que votre parti n'est pas financé comme les autres partis. Je voudrais que vous reveniez là-dessus quand on dit que l'UFR perd du terrain, que l'UFR n'est plus si fort. Non, je ne dis pas que l'UFR perd du terrain. Attention, moi je vous ai jamais dit ça, mais l'UFR ne perd aucun terrain. L'UFR gagne du terrain. Ah bon? L'UFR gagne du terrain. Les gens, il y a dans cette élection par exemple, il y a eu des lieux où des gens, des citoyens se sont levés, se sentant UFR, se sont investis et ils ont eu donc l'agrément de la direction du parti. L'UFR, c'est le parti, en réalité, je vous l'ai dit et je répète, en 2018, qui a eu le plus d'adhésion. Il n'y a pas de dégringolade à l'UFR. Maintenant, les résultats ne montrent pas la réalité politique du pays. Chacun de nous l'a dit, tous les partis l'ont dit, non? Chacun a contesté ces résultats, y compris RPG, y compris FDG. Pourquoi l'UFR ne le ferait pas? Et vous avez parlé tout à l'heure de financement que vous avez parlé. Le financement, je vous ai dit tout à l'heure que l'UFR n'a pas présenté les listes électorales dans les 342 circonscriptions. Une des raisons à ça, c'est que les moyens financiers n'étaient pas au point. Parce que ce parti-là se finance par ses adhérents seulement, ne reçoit pas de subventions, ni directes ni indirectes. Il n'est pas aidé, c'est tout. Et les autres sont aidés? Les autres sont financés? Oui, mais l'UFDG est financé par directement ou indirectement. Par l'État? Directement ou indirectement. Quand on peut déléguer la bagatelle de 500 millions par mois à un parti, ou en tout cas... Non, pas à un parti, c'est pour le chef de fila de l'opposition. À un individu alors. C'est pour faire tourner un cabinet. J'ai dit à un individu alors. Oui. Bon, à un individu. Mais c'est pas pour son parti. C'est pour qui? C'est pour le... c'est pour son cabinet. Donc là, c'est pour l'opposition. Écoutez, je n'aime pas tellement parler de ce sujet, mais il a dit devant vous ici que ces fonds seront utilisés tantôt pour renouveler les véhicules, tantôt pour faire ça, tantôt... Il a dit non, vous avez tous entendu. Donc vous pensez que c'est une vache laitière? Mais écoute, nous pour l'UFDG. Je dis pas. Je dis que ça c'est une assistance substantielle. En tout cas, c'est un moyen. Quand tu prends l'autre parti, c'est le parti du pouvoir. C'est la puissance publique qui est là et qui peut avoir ses tours de main. Qui a à son service l'administration publique, l'administration décentralisée, le préfet, le sous-préfet. Ça, c'est des réalités que nous vivons depuis Mathusalem. L'UFR est en dehors de tout ça. C'est ça la vérité. Donc l'UFR, malgré tout, a présenté 182 listes environ, comme ça là, et puis il s'en est sorti avec quelques élus, la 500aine, malgré tout ce qui s'est passé. Donc on est dans ces circonscriptions, il y en a quand même où elle est en tête, et il y en a beaucoup où sans elle, on ne peut rien faire. Alors voilà. Si vous vous plaignez de tout ça, est-ce que c'est pas parce que on ne sait plus où vous êtes? Si on n'était pas... Est-ce que c'est pas parce qu'on ne sait plus où vous êtes dans tout ça? Parce que l'UFR, est-ce que l'UFR est de l'opposition ou est-ce que l'UFR est plutôt avec la mouvance parce que vous pensez qu'il y a de l'argent des deux côtés? C'est-à-dire qu'à la mouvance, le RPG jouit du pouvoir et à l'opposition, le RPG jouit de l'argent que le pouvoir lui donne. L'UFR, c'est un parti qui appartient à l'opposition plurielle. J'ai dit ça, j'ai essayé d'imager tout à l'heure et il faut que vous, les journalistes, vous compreniez ça. On ne peut pas être qualifié d'opposition parce qu'on est avec tel ou lié à tel ou derrière tel. C'est pas possible. J'ai donné une image claire. Et ça, c'est pour le monde entier. Quand on prend l'Assemblée nationale de France aujourd'hui, il y a Macron qui est chef d'État, donc qui vient de créer un parti qui est le parti du pouvoir, mais il y a quand même le Parti socialiste qui est à l'opposition, il y a le Parti des Républicains à l'opposition, il y a la France insoumise à l'opposition, il y a le Front National à l'opposition. Ces partis sont tellement différents au plan de la doctrine et du leadership que personne ne peut convoquer l'autre. On ne peut pas dire là-bas que voilà le chef de file de l'opposition, ça ne peut pas se dire. Et pourtant, tout ceci, c'est ça l'opposition plurielle. Nous sommes dans l'opposition derrière nous-mêmes, derrière nos idées, notre doctrine. Nous voulons... Tout en étant présent dans la gouvernance, à travers un ministre, Baïdi qui est nommé à la Banque centrale, le président, haut représentant du président de la République. Écoute-moi, vous avez vu en Côte d'Ivoire le gouvernement du président Gbagbo, ou le RDR, le PDG, qui était différent et même opposé, et autres organisations,
était dans un gouvernement pour apporter la paix, pour aider au développement du pays qui intéresse tout le monde. Oui, mais pendant ce temps, ils ne sont pas dans l'opposition. Non, le parti de Bédié. Oh là là, le parti de Bédié était tout à fait contre Bago. C'est comme le parti de Ouattara. Pas de Bago, je parle maintenant je parle la gouvernance actuelle. Je parle avant quand Bago était président, et Ouattara, et RDR, et PDG RDA, et autres étaient dans l'opposition, mais chacun avait ses gens dans ce gouvernement. Pour un gouvernement d'union nationale. Mais là, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Non, écoute, ça c'est un gouvernement, je peux vous dire que nous sommes, M. Tal par exemple est dans le gouvernement, M. Badi est fonctionnaire de l'État dans l'administration publique. Il y a tellement de gens dans ce gouvernement et dans ces administrations qui ne sont pas du RPG, mais ça je vous le dis, hein, mais qui sont des partis alliés. Même s'ils ne brandissent pas leur carte. Non, ils ne sont même pas partis alliés. Je n'ai pas envie de dire les noms parce que je n'aime pas la polémique. Qui sont des partis radicaux. Je te dis radicaux. aujourd'hui, il y a dans le gouvernement du président Alpha Condé des gens... Non, dans l'administration. Non, même dans le gouvernement aussi, oui, qui ne sont pas RPG. Ben oui, qui ne sont pas RPG. Mais qui sont des partis alliés. Non, ils appartiennent même à d'autres partis. Dans l'opposition. C'est comme quand Lansana Conté était là. Il y avait des gens du RPG dans ce gouvernement qui n'étaient pas PUP. Mais qui n'étaient pas sûrs. Oh, mais on les considérait comme des espions peut-être. Comme des espions de... Oui, même dans l'armée, on disait qu'Alpha Condé avait ses hommes, mais c'était pas sûr. Je veux simplement te faire savoir que être dans un gouvernement aujourd'hui, sans être de l'esprit dans le parti du gouvernement, c'est une chose qui est évidente. Vous ne pensez pas que ça joue quand même sur le... C'est-à-dire que sur cette confiance que les gens justement avaient en votre parti, de dire que oui, l'UFR c'est un parti fort, transversal de l'opposition, est-ce que ça ne vous affaiblit pas le fait que, même si vous dites que non, le schéma qui est là, ça ne nous sort pas forcément de l'opposition, mais on voit quand même que vous êtes présent dans la gouvernance. Vous avez un ministre, vous avez un vice-gouverneur de la Banque centrale, vous avez le haut représentant du président de la République. Baïdi n'est pas nommé à la Banque centrale parce qu'il est de l'UFR. Non, Baïdi c'est un banquier. On le sait, mais... C'est un banquier et il a des relations avec cette fonction. Oui, mais il ne serait pas dans l'opposition radicale pour qu'on le prenne pour le mettre là-bas. Mais qui le sait? Ça, il faut demander au président Alpha Condé. En tout cas, est-ce que toi tu dirais, je n'aime pas dire les noms des gens parce que ça créerait d'autres polémiques. Il y a des non, c'est important qu'on le dise. Non, je ne veux pas, nous sommes à la radio, nous sommes à la télé. Je ne veux pas qu'on comprenne des façons différentes. Je veux que vous admettez qu'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent avec le président Alpha Condé en tant que ministre, qui ne sont pas dans le RPG et pourtant qui sont utiles à l'évolution, au fonctionnement de l'État. Ils sont nombreux. Bien, alors. Ça n'a donc rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et alors donc on va revenir sur l'actualité. Je l'ai dit, après tout le processus, le jour du scrutin, la période des contentieux, les résultats définitifs. On a des partis de l'opposition, d'ailleurs ils ont fait une réunion, d'accord? Et là on ne parlait plus de l'opposition républicaine, on a dit tous les partis de l'opposition se retrouvent chez Cellou Dalein pour dire qu'on conteste les résultats et qu'il faut que la CENI revienne sur les chiffres. D'abord, on n'a pas vu l'UFR à cette réunion, étant donné que vous êtes de l'opposition plurielle et que ce jour-là, c'était cette opposition globale qui était présente. Mais écoute, je reviens à la chose. Sidia avait dit qu'il a parlé avec Cellou, Cellou dit qu'il a parlé avec Sidia, mais vous n'étiez pas présent. Mais nous, on n'est pas obligé de répondre à l'appel de quelqu'un. Ah, mais vous le savez très bien. Parce que vous contestez tous les chiffres. Non, écoute mon frère. Est-ce que nous sommes obligés, en tant que structure ou individu, de répondre à l'appel d'un parti ou d'un groupe de partis? On a les mêmes avis, on a tous contesté, personne n'est d'accord avec ça. On a même été triché par endroit au même lieu, on a quelquefois été triché ou par eux ou par le RPG. Mais nous, on n'est pas obligés d'appeler, on n'était pas contre cette réunion, elle a eu lieu, on n'était même pas contre leur de dire qu'on fait ville morte ou on ne fait pas. Mais nous, on n'est pas obligé d'aller à cette réunion. Il ne faut pas dire que quand on ne va pas à cette réunion, on n'est pas de l'opposition. Mais c'est la mentalité là qui doit changer aussi chez vous, les journalistes. Non, pourquoi vous n'étiez pas présent? Vous êtes de l'opposition plurielle. Mais on n'était pas présent parce qu'on ne voulait pas. Nous avons nos idées. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chef de l'opposition plurielle? Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fondé pour convoquer les autres? C'est le chef de file de l'opposition plurielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fondé pour convoquer les autres? Non, Cellou Dalein Diallo est chef de file de l'opposition plurielle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, vous êtes d'accord que Cellou Dalein est chef de file de l'opposition plurielle? Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça. C'est nous qui avons fait la loi. On a dit chef de file de l'opposition. Oui. Mais je te dis que vous le reconnaissez aujourd'hui, non, on n'est pas là. On n'est pas là, mon frère. Aujourd'hui, ça se réduit à quoi aujourd'hui? La file.
vous savez très bien plus que moi. Moi, je n'ai pas envie de ça se résume à l'UFDG. Je n'ai pas envie de faire de l'invective. J'ai envie que vous sachiez que nous, on n'est pas tenus de répondre à l'appel ni d'une structure particulière, ni d'un individu. Bien. Nous pouvons avoir des idées ensemble. Sidi l'a dit, il a conversé avec Selou, il a conversé avec Alpha, ils ont encore parlé des tricheries, ils ont parlé des solutions alternatives peut-être, et puis voilà. Alors, mais dire que maintenant, on a appelé là, vous n'êtes pas venu, oh mais vous savez, Sidi, je ne sais pas, vous allez dire que c'est une prétention, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas l'obligation de répondre. Nous avons notre idée, nous avons notre formule. Et on travaille selon ça. Bien. Voilà. Alors, selon votre idée et tout, est-ce que ça veut dire que vous ne partagez pas la démarche des autres là, qui ont dit, justement, au sortir de cette réunion, qu'ils vont mettre en branle une série d'actions? On n'a rien contre. Il y a eu la ville morte, il y a des manifestations à venir. Mais on ne s'est pas déclaré contre. Nous n'avons pas été concertés, on ne s'est pas concerté dessus, mais on ne s'est pas déclaré contre. Vous êtes pour cette démarche qui veut qu'on mette la pression sur la CENI, écoute, de sorte que la CENI change les chiffres. Aujourd'hui, la CENI, au plan de la cohérence, personnellement, je ne vois pas que la CENI peut changer les chiffres. Mais vous êtes d'accord qu'on lui mette la pression? Parce que c'est ce qui a été décidé. Mais bien sûr, il faut que les leçons pratiques soient tirées de cette élection. Il faut que la CENI sache que ça n'a pas bien marché et que s'il y a d'autres choses à faire plus tard, il faut faire autrement. Bien. Maintenant, s'il y a aussi au plan de la loi et autres une façon de changer, ça aussi on continue à explorer. Oui, mais il n'y en a pas. Mais il y en a Parce que pas. la loi dit que les résultats... Ça veut dire que les lois sont insuffisantes, la loi laisse passer des choses mal faites et elle ne se donne plus la possibilité de changer. C'est très dommage ça pour notre pays. J'ai même peur. Et vous avez été reçu hier, votre groupe, à la CENI, après l'UFDG, je crois. Après on a été reçu. Qu'est-ce que vous avez posé sur la table et qu'est-ce que vous avez demandé à la CENI? On a été reçu par la CENI. Nous avons expliqué ce qui s'est passé dans ces élections à ceux qui nous concernent. Nous avons donné des exemples concrets. Nous avons amené des documents. Nous avons fait un rapport détaillé, signé par nous et déposé. Nous avons amené quelques exemples, quelques agents qui étaient là, qui ont filmé, qui ont regardé et tout. On a tout expliqué pour qu'ils comprennent. Je crois qu'ils ont même compris qu'il y a eu beaucoup de défaillances. Sur le terrain. Peut-être que pour eux, cela ne va pas jusqu'à remettre en cause totalement le truc. Mais en tout cas, à plusieurs endroits, la sincérité des élections est mise à rude épreuve. En conséquence, qu'est-ce que vous leur avez demandé? Écoute, nous on pense que premièrement, il faut tirer les leçons de ça. Deuxièmement, nous attendons des réponses claires de la CENI. De la CENI. Comme par exemple? Parce qu'ils nous ont appelés, c'est eux qui savent maintenant. Nous, on n'est pas d'accord avec par exemple le cas à Mata. Et puis d'autres cas, je ne connais pas le détail. Vous attendez que la CENI... Je vous dis par endroit que moi, je n'étais pas à la CENI ce jour-là hier. J'étais occupé à autre chose. Mais j'ai participé au travail préparatoire. Donc, malgré qu'au plan de la loi, la CENI n'est pas fondée pour changer une décision de justice, et même au plan de la même loi, il est dit que le contentieux électoral à la matière s'arrête au niveau, je ne sais quel niveau, les tribunaux de première instance. Donc, ça veut dire que c'est forclos, c'est fini. Mais si l'autorité, disons l'institution, la première institution a demandé que la CENI reçoive les gens, peut-être c'est à des fins politique ou politicienne, ou d'aboutir à quelque autre chose. On attend. À des consensus encore. On attend à quoi cela va arriver. Mais c'est très dommage. Nous, on a expliqué, et ça a été compris par la CENI, que ça ne s'est pas bien passé dans plusieurs endroits. Donc, est-ce que vous auriez voulu que ce soit la même démarche que les autres partis politiques, l'UFDG et tous les autres empruntent, c'est-à-dire dire oui, c'est vrai que le processus est clos, on ne peut plus y revenir, mais il faut qu'on vous fasse savoir, de par les preuves que nous avons, que la fraude, la mascarade a été effective et réelle sur le terrain, et pour que d'autres échéances, maintenant, à d'autres échéances qu'on puisse changer tout ça, mettre les garde-fous. Parce que les autres ne comptent pas venir seulement brandir les faits, comme vous l'avez fait. Ils veulent que la CENI revienne sur les chiffres, donne d'autres résultats. Nous ne sommes pas adeptes de la pensée unique. Nous, on ne s'oppose pas. Si on peut revenir là-dessus, ça nous arrangerait, parce que nous sommes trop trichés dans des zones. Si on revient là-dessus, on serait premier à Matam d'office. Ah bon? C'est clair et net. Écoute, et dans plusieurs autres endroits. Vous permettrez ça? Mais écoute, moi je dis, je vous ai interprété selon moi la loi.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime tort. Mais si la loi même est mal faite, si elle-même elle est mauvaise, on fait quoi dans notre pays? On peut revenir là-dessus, mais à l'occasion d'une session que vous, députés, vous pouvez tenir à l'Assemblée. Bon, tout ça, c'est des choses à soumettre. Et pour une telle saisine, il y a aussi la procédure, il y a la façon, il y a la navette parlementaire et tout. En tout cas, je vous dis qu'il y a un fait, c'est que ça s'est mal passé. Et chacun est d'accord là-dessus. Je crois même tous les partis politiques, y compris, pas nous seuls. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut en convenir. Et l'Assemblée est là pour changer la loi. Écoute, il faut un projet, une proposition. Dans les deux cas, il faut une dynamique quasi unitaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'exécutif et le législatif se mettent ensemble pour la chose. En tout cas, la volonté de corriger un certain nombre de choses dans notre pays aujourd'hui doit exister parce qu'il y a des insuffisances par endroit dans des lois importantes. Alors, sur le terrain des alliances, parce que tout ça, pendant que certains sont en train de contester, le RPG est en train de mettre toute son énergie dans les alliances, parce que vous pouvez devenir premier en tête dans une commune, vous vous retrouvez sans je sais pas, en tout cas sans maire. Sans pouvoir être le maire. Être maire. Parce que c'est la proportionnelle. Donc, certains disent, au lieu d'aller dans les manifestations, dire à la CENI de changer les chiffres, de montrer aux gens que vous êtes unis et alliez-vous contre le RPG, comme ça vous serez maire. Parce que même si vous êtes premier dans les chiffres, si le RPG arrive à acheter vos conseillers, ou sinon à nouer des alliances avec les autres, ils auront des maires partout. Alors dans ce sens-là, quelle est la stratégie de l'UFR? Quelle alliance vous êtes en train de nouer? Est-ce que le RPG vous court après, l'UFDG vous court après, vous êtes les plus courtisés? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en train de courir vers les autres pour que vous soyez maire, ci et là? Voilà, et dans ce sens, je dois vous dire que pour nous à l'UFR, nous partons du fait que ces élections sont des élections citoyennes. Nous considérons beaucoup la base et surtout notre programme en la matière. L'UFR avait voulu que cette élection permette aux municipalités, aux localités de se doter d'un outil de développement endogène, si c'était bien fait. Mais malheureusement, ça s'est passé autrement. Mais comme on ne peut faire qu'avec ça, dans la poursuite, c'est-à-dire dans la mise en place des bureaux de conseil de l'exécutif communal, l'UFR restera fidèle à cette idée. Nous regarderons. Est-ce que vos portes sont ouvertes à tout le monde, comme certains le disent? Nous regarderons les localités, nous regarderons nos citoyens, les citoyens, nous regarderons ce qu'ils ont voulu et ce qu'ils peuvent, et qu'est-ce que nous on peut donner en tant que directoire politique comme orientation. Nous sommes convaincus maintenant que dans la plupart, en tout cas des zones urbaines, par exemple à Conakry, peut-être c'est une leçon, il faut que vous vous mettez ensemble pour mettre le maire. Et en se mettant ensemble, vous allez vous mettre avec qui probablement? On se met avec qui? C'est un problème, c'est une question de programme, c'est une question de se comprendre. C'est là le débat. Et si vous comprenez avec le RPG, moi je pourrais rien dire ici. Si vous comprenez avec le RPG, vous pourrez voter pour vous mettre avec le RPG. Écoute, nous l'UFR, par exemple, nous voulons quelque chose, on cherche la stratégie pour ça. Le RPG cherche sa stratégie, l'UFDG et autres cherchent leur stratégie. On vient de dire tout à l'heure qu'il y a un groupe de 10 députés et de 10 conseillers à Matoto qui se sont groupés dans une seule stratégie et qui sont en train de faire une démarche dynamique unitaire, un lobbying qui est très important. Donc il y a beaucoup de choses à faire au plan tactique et stratégique. Je pense que c'est pas là que moi je vais découvrir tout ça. L'UFR travaille. Mais pourtant il y a des jeunes, bon, on a vu certains messages qui tombaient dans l'émission. Il y a des jeunes de l'UFR qui sont en train de vous mettre en garde pour dire: nous, jeunes de l'UFR, on ne veut pas d'alliance avec l'URPG. Mais oui, c'est leur avis. Est-ce que vous tenez... Mais on considère tous ces avis-là. L'UFR est un parti de débat. Il y en a d'autres qui disent on ne veut pas avec tel. Voilà. Avec l'UFDG, par exemple? Oui, il y en a d'autres qui disent on ne veut pas avec le PDG. Chacun dit pour lui. Je connais des gens qui disent ça, on ne veut pas avec le PDG. Les gens qui confondent, par exemple, non, c'est vrai que à Kaloum, la personne qui est venue en tête est du PDG, malgré que ce soit une liste individuelle, une liste indépendante. Donc dans notre parti, il y a des gens qui disent ça. Mais l'important pour nous à l'UFR, c'est ça. C'est un parti de débat. La pensée unique ne marche pas. Bien. La pensée unique ne marche pas du tout. Alors, ce qui fait que le président du parti, il est obligé de se concerter pour trouver une dynamique, une idée consensuelle, en tout cas qui emporte la majorité, et on s'oriente. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire ici
on est avec tel, on est avec tel. Non, on est simplement avec l'UFR. Alors, sortons donc des élections et parlons d'autres actualités qui concernent toujours l'UFR. Oui. C'est le cas, par exemple, du remplaçant de Baïdi. On parlait de Baïdi tout à l'heure. Oui, oui. Il a été nommé par le président, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale. Il était député. Oui. Quelqu'un doit le remplacer. Oui. Il y a quelqu'un qui était son suppléant, mais vous n'acceptez pas. Vous n'avez pas en tout cas accepté. C'est pas que nous on n'accepte pas. Qui le remplace. C'est pas que mais la nous, Cour on n'accepte constitutionnelle pas. a tranché. La Cour constitutionnelle dit que ce monsieur doit remplacer Baïdi. Qu'est-ce que vous en dites? Le suppléant de Baïdi, je peux réexpliquer. Baïdi a été élu député avec son suppléant. Entre-temps, son suppléant a été exclu du parti pour des raisons motivées. Entre-temps, le code électoral, les lois électorales ont été reprises et votées et publiées suite au test de constitutionnalité. Dans cette loi, il est écrit à l'article 123 que lorsque une personne quitte un parti par voie de démission ou par voie d'exclusion du parti, cette personne, quand elle est suppléant, perd son poste de suppléant, sa fonction de suppléant. Oui, mais quand cette loi venait, le monsieur était déjà élu avec Baïdi. Mais oui, mais c'est écoute, déjà... Oui, il était... Attends, il était élu avec Baïdi, mais cette loi n'existe plus. Quelle loi on va appliquer à ce monsieur? C'est la loi qui existe. Non, mais la rétroactivité, c'est... Non. Il était... Non, mais entre-temps, vous avez des députés, des gens qui ont été élus en 2013, oui, qui ont quitté leur parti, mais qui restent députés. Alors que la loi dont vous parlez existe. Non. Attention, ceux qui ont fait ça, c'est avant cette loi. Non, je prends Oloum Koni, par exemple. Oui. Ils ont fait ça avant cette loi. C'est séparé avec son parti d'origine. Avant cette loi. La loi a été votée en 2015. Non, la loi c'est 2017 là. 2017. Avant cette loi, je connais le cas de Aboubacar Souma qui a quitté le FDG, mais avant cette loi, Aboubacar Souma est de ceux-mêmes qui ont voté lors de ce code électoral. Nous on a voté contre naturellement. Il était contre. Donc, mais leur migration c'est avant la loi. Après cette loi, personne ne peut le faire. Bien. Si un député le fait aujourd'hui, tu quittes l'Assemblée. Si un suppléant le fait aujourd'hui, tu quittes. Nous sommes dans un cas aujourd'hui où à l'Assemblée, quand tu prends le RPG, le député est décédé, le suppléant est décédé, il n'y a pas la loi qui dit qu'est-ce qu'on fait. La loi avait parlé jusqu'au suppléant. Dans notre cas, le député a pris une autre fonction, il a démissionné, donc son suppléant est disqualifié par la loi. Là, on ne sait pas comment le remplacer. Il est question que l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle se concertent pour régler certains vides juridiques qu'il y a. Mais la Cour constitutionnelle a pris sa décision. Oui, mais écoute, elle a pris sa décision. Elle dit que le monsieur remplace Baïdi. Je vous dis aujourd'hui que c'est un grand problème parce que nous, à l'Assemblée nationale, nous devons appliquer la loi organique qui est votée et c'est ça qui fait qu'il ne peut pas être installé. L'Assemblée nationale a déjà écrit dans ce sens. Bon, maintenant que si la Cour constitutionnelle veut invalider ça, de donc invalider la loi organique, elle n'a pas ce pouvoir non plus. C'est une loi qui est passée sous leur main pour dire que cette loi est conforme à la Constitution. Écoute, la Cour constitutionnelle doit se soumettre à la loi. C'est-à-dire mais oui, elle doit laissez le vide. Laissez le siège de Baïdi. Mais c'est comme elle a laissé le siège du RPG là, où le député est mort, son suppléant est mort. Il n'y a pas prévision. Mais qui? C'est le même cas avec des motifs différents. Aujourd'hui, le député a démissionné, c'est Baïdi, il est allé à la banque, le suppléant est disqualifié, et puis c'est tout. Et l'UFR n'acceptera jamais que ce monsieur vienne remplacer Baïdi. Ça c'est un monsieur qui est exclu de l'UFR, ça vraiment, ça il y a longtemps, il y a longtemps, bien avant que Baïdi ne quitte, il est exclu, donc ça il n'y a pas un problème. Et puis c'est une situation que nous ne voulons pas donner trop d'importance à ça, c'est une question que les gens se ravisent, qu'il faut vraiment le maximum de respect pour nos institutions. Il ne faut pas les banaliser. C'est comme quand j'entends tout à l'heure qu'à la Cour constitutionnelle, les gens se sont réunis pour dire qu'ils ont changé le président. Mais ça c'est quoi? Et donc l'UFR risque de rester comme cela avec moins d'un député? Moins d'un député, c'est possible parce que par le fait qu'il y a un vide, en tout cas il y a une absence de choses qui manquent. Et nous à l'Assemblée, c'est des choses qu'on aura une session des lois bientôt. Il faut maintenant qu'on dise
Quand ce n'est pas le député, c'est le suppléant. Et quand ce n'est pas le suppléant, c'est qui? Bien. Il faut une autre loi. Et puis nous terminons, honorable Dine Touré. On a entendu un moment que le haut représentant du président de la République s'apprêtait à démissionner de ce poste de haut représentant. D'ailleurs, à un moment, il paraît qu'il dit de ne plus l'appeler haut représentant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, moi, je vais vous dire, comme j'ai dit aux autres journalistes, la démission du haut représentant n'a jamais été à l'ordre du jour à l'UFR. D'accord. Moi aussi, j'ai entendu des rumeurs un matin. Même pas discuté dans le salon du président, envisagé. Non. Écoute, il y a plein de sujets sur lesquels les gens ne se comprennent pas. Syrie, elle le dit tout le temps. On est ensemble, mais on n'est pas d'accord sur tel sujet. Bien. Ce qui est normal. Nous, à l'UFR, la pensée unique n'existe pas. C'est ça notre problème, peut-être avec beaucoup d'autres partis. La pensée unique n'existe pas. Donc, la question de la démission n'est pas à l'ordre du jour dans le parti. Ça, je peux vous le dire, et c'est ça qui est vrai. Et tout se passe bien entre le haut représentant et le président? Là, moi, je ne peux pas juger leur truc, parce que vraiment, ils sont dans les relations à deux. Ce n'est même pas le RPG et l'UFR qui ont des relations structurelles. C'est vrai. D'accord. C'est monsieur le président de la République et son haut représentant qui ont des relations que je ne peux donc pas qualifier. Mais je vous dis sincèrement que le problème de la démission n'est pas à l'ordre du jour dans le parti, parce que j'espère que quand ça doit être fait, notre président nous en parlera. Bien. Voilà. Alors donc peut-être vous avez 30 secondes si vous avez un message à passer à l'endroit des militants de l'UFR, évidemment, et de l'audience qui vous... Voilà, ben, il y a toujours un message à passer, parce que moi je dirais, d'abord pour notre pays, je pense que on doit encore pouvoir se ressaisir. Nous avons écouté le dernier message du président de la République. Absolument. Où lui-même a fait un constat. Il a démontré une forte prise de conscience de ce qui se passe en termes d'événements. Et il a dit aussi ce qu'il souhaite. Il dit qu'il souhaite un dialogue le plus large possible. Je pense que cela est important. J'espère que ce n'est pas un dialogue entre deux partis politiques, c'est entre tous les partis politiques. Cela est très important, parce qu'un dialogue entre deux partis politiques, on voit à quoi cela aboutit. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Deuxièmement, je pense que pour nous à l'UFR, nous sommes demandeurs de progrès. Parce que le libéralisme, il n'y a que ça qui a à faire, c'est pas autre. Ça ne doit laisser personne au bord de la route. C'est pour cela que la pensée plurielle, les pensées diverses, les pensées diversifiées, nous devons les entretenir et en tirer profit pour le bien de tout le pays. Pour cela, nous demandons aux militants de l'UFR, aux citoyens, aux sympathisants du président Sidia de garder le courage et puis de continuer l'activité. Nous travaillons pour nous-mêmes et pour notre pays. Pour cela, aucun sacrifice n'est grand. On ne peut rien épargner pour cet objectif. Bien sûr, tout en restant dans le cadre du droit, dans le cadre de notre constitution, et puis dans le cadre de la fraternité entre nous les Guinéens. Bien. Docteur, j'allais dire honorable Dine Touré, qui donc était venu pour s'exprimer sur l'expérience de l'UFR lors de ces élections locales, bien d'autres sujets liés à ce parti UFR, à ses relations avec le président de la République et d'autres actualités. Nous pourrons revenir là-dessus à d'autres occasions, bien entendu, pourquoi pas, avec honorable Dine Touré. Merci honorable d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.